Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Dacia Sandero Stepway. Stepway, c'est la version la plus vendue. En France, plus de 66% des achats de la Sandero sont en Stepway. Mais avant de commencer cette vidéo, petite aparté. Ça, est-ce que vous connaissez Carly? Carly, c'est mon partenaire qui m'a envoyé ce produit aujourd'hui pour que je vous en parle. Donc Carly, c'est un outil de diagnostic que l'on connecte sur la prise OBD. Ça ressemble à ça. Oups. C'est tout petit. Qu'est-ce que c'est que le boîtier OBD? Carly surtout. C'est un boîtier qui va vous permettre de diagnostiquer les problèmes qu'il y a sur votre voiture. Si vous avez des voyants moteurs allumés, des voyants orange qui vont vous prévenir d'une panne, avec ça vous allez pouvoir savoir ce que c'est. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller chez le garagiste, qui va vous coûter très cher. Souvent, eux branchent ça. Ils ont un ordinateur qui dit « Ah bon, bah, il y a ça comme panne ». Là, vous allez pouvoir le faire directement sur votre téléphone. Et là, j'ai une application Carly, où j'ai connecté ma voiture, ma Dacia, juste ici. Ça reconnaît toutes les voitures, qu'elles soient récentes ou un petit peu plus anciennes. Dacia, je vais pouvoir tester toutes les fonctionnalités et également je vais pouvoir connaître le kilométrage. Si je veux acheter une voiture d'occasion, juste acheter ça et je vérifie si le compteur n'a pas été trafiqué. Ça peut être intéressant selon les pays où vous achetez les voitures ou selon à qui vous l'achetez. Autre chose, si vous avez une Audi, BMW ou une voiture du groupe Volkswagen, vous allez pouvoir paramétrer des choses sur le compteur. Imaginons, j'ai une BM, je veux changer le fond des compteurs. Grâce à ça, je vais avoir des options. Je peux également activer ou désactiver des fonctions comme le Start and Stop par exemple. Il y a des gens qui n'aiment pas. Alors moi, je trouve que c'est plutôt bien, mais vous pourrez le désactiver grâce à ça. On commence par avoir une voiture. Ça, je pense que c'est bon. Vous avez le boîtier, la prise ici, OBD. Je connecte. Hop. Ça s'allume. Je prends mon application Carly. Belle photo. Et là, je tombe sur ma voiture que j'ai paramétrée. Je peux choisir d'autres modèles si je le veux ici, en ajoutant une nouvelle voiture. Pareil, si vous avez des copains, vous pouvez partager avec eux. Donc, ce que je fais, je démarre la voiture. Hop. Je vais demander à l'application de se connecter. Et là, il va me trouver mon appareil. Ensuite, il me scanne la voiture pour détecter les problèmes s'il y en a. Ah, 2 problèmes trouvés. Afficher les résultats ici. Donc, acceptable, 4 problèmes trouvés. Aide au stationnement, 2 problèmes. D'accord, ok, bon bah c'est pas grave. Résoudre ou entrer dans le Smart Mécanique. Et en cas de problème, je peux juste cliquer sur Résoudre les problèmes ici et qui va m'effacer les codes défauts s'il y en avait eu. Si c'est un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas, dans la description, vous avez le lien directement avec le code MECASPORT. Ça vous fera 15% de remise directement sur tous les produits Carly. Allez, on retourne à la voiture. Donc, cette nouvelle Sandero Stepway. Ce que j'aime bien, c'est il y a la nouvelle couleur, donc le Lichen Kaki. On a aussi le Urban Grey. Mais surtout, il y a une nouvelle couleur qui arrive à partir de cet été. C'est le vert cèdre, un vert un petit peu anglais, très sympathique. J'aurais bien aimé avoir, mais on les aura peut-être. Ce sera seulement sur la finition extrême. Donc, on a toujours 3 finitions, la Essential, celle qui est vraiment entrée de gamme, la Expression, celle qu'on a aujourd'hui, et ensuite il y a les versions extrêmes qui sont toutes options, et il y a même les Extrêmes Plus, les premières de lancement à chaque fois. Donc, la Stepway, c'est vraiment la version la plus vendue, comme je vous disais, 66% des gens qui choisissent celle-ci. Et je l'ai aujourd'hui en TCE 90 CVT. Donc CVT, c'est avec la boîte à variateur, donc une sorte de boîte automatique où j'ai pas de pédale d'embrayage, et ça, c'est un vrai plus pour moi. Elle commence à partir de 15 100 €, cette Sandero Stepway, dans la version Essential. Il y a toujours la Sandero de base, qui commence à partir de 11 990 €, qui est quand même une voiture plutôt accessible. Et ensuite, on peut monter jusqu'à 21 000 € pour ce modèle lorsqu'on met toutes les options avec l'attelage à l'arrière, toutes les options, la peinture supplémentaire par exemple. Ça, c'est une peinture qui vaut 550 € en option. Elle est toujours disponible en 10 couleurs. Au niveau des jantes, on a toujours du 15 ou 16 pouces. On reste quand même sur une voiture assez accessible, parce que 21 000 full option, ça reste correct. Il n'y a que quelques marques comme MG qui commencent à arriver à faire des prix qui concurrence Dacia, puisque c'est vrai que Dacia était là sur un marché où ils étaient assez tranquilles, mais MG arrive là. J'essaye la MG ZS prochainement. N'hésitez pas à regarder la chaîne, vous allez voir, c'est assez intéressant aussi. Au niveau des dimensions, cette voiture, elle fait 4,10 m de long, 1,85 m de large sur 1,59 m de haut, avec les barres de toit, sans compter l'antenne là-haut qui dépasse. Elle a un rayon de braquage de 10,39 m, ce qui est plutôt correct pour ce genre de voiture. C'est assez avantageux lorsqu'on sera en ville. Au niveau du poids, on est entre 1100 1200 kg. C'est une voiture plutôt légère. Ça, c'est l'avantage également. Plus on a une voiture légère, moins ça consomme et plus c'est maniable.
Au niveau du remorquage, on peut tirer jusqu'à 1100 kg avec la Sandero Stepway. Le crochet de remorquage est à 749 € si vous souhaitez l'ajouter. Au niveau des motorisations, il nous reste 4 moteurs sur cette voiture. À chaque fois, c'est des boîtes de vitesse 6 rapports. On aura à chaque fois des 3 cylindres, 1 litre. On pourra mettre 50 litres d'essence et les moteurs, c'est le TCE 90, donc un essence 90 chevaux, le TCE 90 CVT, la boîte que j'ai aujourd'hui, donc automatique. Ensuite, le EcoG 100, que l'on connaît très bien chez Dacia, c'est avec le moteur 1 litre 3 cylindres où on a le choix de mettre de l'essence ou du GPL. L'essence 50 litres toujours et le réservoir GPL prendra lui la place de la roue de secours dans le coffre et ce sera un réservoir de 40 litres de GPL ou sinon la version la plus puissante qu'on a sur cette voiture c'est la version TCE 110. Donc on peut voir on n'a que des versions essence ou une version essence et GPL. La version essence et GPL est également avantageuse puisqu'on fait plus de 1000 km lorsqu'on a les deux réservoirs remplis et ça c'est un vrai plus. Au niveau des performances, on est entre 10 et 14 secondes selon la version 0 à 100. La nouveauté également, vous l'avez peut-être remarqué dans l'intro, c'est le toit ouvrant. Alors c'est pas un grand panoramique, mais on a quand même une petite ouverture avec le toit qui peut se cacher également puisqu'on a une petite partie qui vient occulter le toit si l'on souhaite. On retrouve toujours les barres de toit manipulables très rapidement avec une clé torse où on peut mettre les barres en longitudinale ou en verticale. Nouveauté de cette version 2023, je vous l'avais déjà présenté à un pré-show fin d'année dernière, c'est ces nouvelles calandres que l'on retrouve sur toutes les Dacia maintenant, donc avec le nouveau logo ici. À l'arrière, on retrouve également Dacia en blanc et sur le volant. Et surtout, on peut voir également donc, le Stepway ici en blanc et toute cette calandre qui vient s'étirer jusqu'à ces feux ici en Y qui sont en LED. Les feux avant sont en LED ici, on a toujours l'ampoule de clignotant qui reste une ampoule, sinon le reste on est sur des versions LED et les anti-brouillards où on est toujours sur des ampoules halogènes. Alors je vous fais un petit bout de nuit pour vous montrer à quoi ressemble le compteur également et le volant. On a un petit peu d'éclairage ici et au niveau des boutons de la clim en bas. Sinon très simple et les boutons des vitres juste ici. Bon, la mise au point c'est pas forcément facile. Donc là je suis en feu de croisement comme vous pouvez le voir ici au tableau de bord. Et je vais vous faire un petit appel de phare dès qu'on arrive dans le virage. Si je mets les anti-brouillards, ça m'éclaire ici en bas en halogène, donc en jaune. Et vous allez voir, donc quand je mets des appels de phare, c'est pareil, c'est en jaune ici. Alors ça c'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas allé sur du full LED. Ça aurait été un vrai plus parce que là c'est blanc et sur la hauteur c'est jaune. Je trouve que ça permet de voir un petit peu moins bien lorsque c'est en jaune parce que les LED ça éclaire vraiment bien blanc là comme vous pouvez le voir. Et alors je veux juste pas l'éblouir et jaune. Ça éclaire bien, c'est vraiment en face, mais c'est dommage qu'on ne soit pas allé en full LED jusqu'au bout. Logo très sympa, moi je trouve que Dacia là, ça s'est vraiment renouvelé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dacia veut qu'on soit fier d'aborder la marque Dacia et franchement, avec le look, les couleurs beaucoup plus modernes, cet avant, cet arrière plus moderne, j'avoue que moi je serais vraiment pas contre acheter une Dacia. Je trouve que l'image de marque a beaucoup évolué. À l'époque, on se disait, ouais, la toute première, la Logan, c'est vraiment la Dacia pas chère à 5000 €. Et maintenant, on a quand même des voitures qui sont devenues quand même beaucoup plus sexy. Et ça s'adresse à un public de plus en plus jeune. Et c'est vrai que pour une première voiture, c'est assez intéressant parce qu'elle fait partie des moins chères au final. Donc fini le chrome collé sur des plastiques un petit peu cheap. Donc là on a vraiment des plastiques qui ont une finition peinte, vraiment bien finie. Pas de caméra à l'avant, on a juste une caméra de recul aujourd'hui. On a quand même le radar ici pour les aides à la conduite. On a l'aide au freinage d'urgence. On n'a pas de régulateur adaptatif encore, mais on a quand même un régulateur dans cette voiture. On retrouve toujours ces parties plastiques ici avec les anti-brouillards, des petites parties laquées. Le ski, donc ce qu'ils appellent le ski ici, c'est cette partie toujours teintée dans la mâche chez Dacia. Donc ce qui est bien, c'est que si on les frotte un peu sur un trottoir ou autre, si on les raye, eh bien ça ne se verra pas parce que ce ne sera pas blanc ou d'une autre couleur en dessous. Et ensuite des parties plastiques qui font le tour de la voiture, qui reviennent sur les arches rouges. Je vous montre ça sur le côté. Et donc sous le capot, c'est 4 motorisations différentes. Le capot, on retrouve toujours un petit peu cet emblème là où il y avait cette partie qui revenait et qui remontait. Ils ont gardé la même chose. Concrètement, elle n'a pas énormément évolué comparé à avant, mais il y a vraiment cette calandre qui a changé. Et lorsqu'elle avait été restylée, rappelez-vous, pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, c'était une des premières voitures que j'avais fait, mais il n'y avait pas encore tout ça. C'était l'ancien logo. Et c'est grâce à ça aussi que la chaîne a décollé. Sur le côté, cette Sandero Stepway, elle se différencie vraiment de la Sandero de base. La Sandero de base, elle se rapproche vraiment d'une Clio. Là, on se rapproche presque d'un Captur. Ces barres de toit qui lui donnent cet aspect un peu plus baroudeur. Pareil, ces arches de roue en plastique qui lui donnent ce côté un petit peu outdoor comme Dacia veut le faire, comme le Jogger de plus en plus.
franchement, elle a l'air d'un mini petit SUV qui a envie d'aller se balader un peu partout. Elle n'existe pas encore en 4x4, peut-être que ça n'arrivera jamais. Pas d'hybridation encore non plus. La Dacia Jogger, elle, a maintenant le moteur hybride 140 chevaux. Là, celle-ci, on n'est que sur le moteur essence et en traction, mais un peu comme la Panda 4x4 à l'époque, ça ferait un petit truc sympa. Genre, vous imaginez ça, pas un Duster, hein, puisque ça existe le Duster, mais ça en version un petit peu surélevée, baroudeur. Je pense que ça aurait du style. Les barres de toit, donc comme je vous disais, manipulables avec un outil. Les poignées frigo qui étaient arrivées lorsque cette version a été restylée. Les jantes qu'on a aujourd'hui en 16 pouces, elles existent également en noir sur la finition extrême avec le même dessin mais full black. Ça, j'avoue que j'aime bien. On a des freins à disque à l'avant, des freins à tambour à l'arrière. Pareil, on économise un petit peu sur les prix du tambour, ça reste toujours un petit peu moins cher. On a une garde au sol assez haute, des parties plastiques sur le bas. Et comme je vous disais, les entourages qui font vraiment le tour des roues et le tour de la caisse tout en plastique comme ça qui donne ce côté un peu plus off-road. L'antenne là-haut, pas d'antenne type requin aujourd'hui. Les fenêtres tout en noir, pas de chrome, pas de laqué, pas de brillant, c'est que des plastiques et des joints en caoutchouc très simples. Les rétros qui sont en gris foncé, mat, c'est assez sympa. Il va y avoir une Dacia Duster mat. Je ne sais pas s'ils vont se tenter sur le Sandero mat. Ouais, 1000 exemplaires du Duster mat, vous le saviez ça? J'aimerais bien en essayer un. Et le petit répétiteur de clignotant sur l'aile avant. À l'arrière, donc toujours ces feux ici à ampoule. Vous l'aviez dit la première fois il y a plus de 2 ans que c'était bien des ampoules, mais ça ressemble tellement à du LED de nuit qu'on pourrait s'y méprendre. Donc des ampoules partout, petit béquet qui intègre le 3e feu stop, l'essuie-glace arrière bien pratique et surtout on revoit maintenant donc ce nouveau Dacia bien en blanc, bien pétant, on affirme la marque Dacia. Le Sandero est marqué ici en stickers avec une texture assez sympa. Sur le bas, on retrouve des parties plastiques et pareil, le ski à l'arrière comme à l'avant qui est teinté dans la masse directement. Les pots d'échappement, comme vous pouvez voir, on ne les voit pas, ils sont cachés bien en dessous de la voiture. L'anneau de remorquage ici et feu anti-brouillard un petit peu plus bas. Le coffre, on a un volume de 328 litres. Alors ce qui est bien, c'est que le coffre, on peut le régler sur 2 niveaux, un petit peu plus haut et lorsqu'on rabat la banquette, ça fait quasiment un plancher pas. Soit on peut le descendre encore pour avoir un peu plus de volume, ou également en dessous, on retrouve une roue de secours, ce qui est assez intéressant parce que de plus en plus, les roues de secours disparaissent. On a des kits anti-crevaison, mais j'avoue que lorsqu'on crève sur l'autoroute ou qu'on déchire un pneu, le kit anti-crevaison n'est pas forcément utile. Donc, lorsque vous n'avez pas de roue de secours, ayez une très bonne assurance avec une bonne assistance. Mais c'est pareil, même avec une assistance, il faut quand même déposer la voiture dans un garage pour ensuite changer de pneu. Alors que là, vous pouvez le faire et continuer vos vacances, c'est quand même un vrai plus. Bien sûr, vous me connaissez et je ne vais pas vous laisser comme ça. Est-ce que ça rentre? Eh oui, ça rentre facilement, hein, Nico, là-dedans. Donc sur le côté là, de ce côté-là, j'ai un cric, donc pour pouvoir soulever la voiture, ce qui se fait également de plus en plus rare. Le kit de secours et à droite, l'anneau de remorquage. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez profond à cet endroit-là. La banquette, on peut la rabattre en 2 tiers, 1 tiers, et une fois que tout est rabattu, on a jusqu'à 1108 litres exactement de chargement à l'intérieur. Allez, je vous montre les places arrière. Alors, les places arrière. Donc, première chose, quand je vous la porte, portière 100% plastique, hein, il y a du plastique vraiment partout, même pas de petit cuir, de sky ou quoi que ce soit, ou de tissu, portière entièrement en plastique. Hop, mon petit boîtier Carly, je peux remettre là. Donc j'ai 2 poches lumière à l'arrière sur chaque siège, siège en tissu, entièrement en tissu sur cette voiture. Lorsque je rentre dans la voiture, moi je fais 1m80, j'ai plutôt de l'espace, au niveau de la tête ça va, je suis bien au niveau du dossier, je suis bien. Le siège est assez long, donc il vient bien jusqu'au bout de mes cuisses. J'ai de la place sous les sièges parce que les sièges sont montés, eux, sur des rails qui sont positionnés un petit peu plus haut, ce qui permet d'avoir de la place pour les pieds sous le siège. Pareil pour le passager. Au niveau de la tête, ça va. Je suis bien, les fenêtres sont grandes, elles ne sont pas surteintées ici. On est pas mal, pas d'accoudoir central, voiture très simple, comme je vous disais, on peut rabattre cette partie en 2 tiers, 1 tiers pour avoir plus d'espace de chargement. On a une fixation tap taser et isofix sur les 2 sièges d'extrémité. La 3e ceinture, bonne chose chez Dacia, elle est directement sur la banquette, parce qu'il y a certaines versions où c'est dans le plafonnier. Ça c'est embêtant, j'aime pas du tout. Là c'est quand même un vrai plus. On a un petit tunnel central ici. Bon, lorsqu'on veut passer au milieu, on l'enjambe un petit peu. Par contre, moi qui fais du 44, mes pieds viennent toucher les rails, donc il faudra les mettre un petit peu sur le côté, ou sinon vous allez avoir les pieds sur les rails. Ce qui n'est pas forcément dérangeant. Ici, j'ai de la place également pour la tête, je suis bien, c'est spacieux. Même au niveau des genoux, il y a 40
mm supplémentaires comparé aux anciennes versions de Sandero au niveau de rayon d'espace au genou, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est toujours des petits termes techniques, mais en gros, ça veut dire qu'on a 4 cm de plus. Et en vrai, 4 cm, ça joue énormément. N'est-ce pas, mesdames? Plus bas, pas de climatisation, j'ai juste une prise 12 volts allume-cigare juste ici. Bon, de la simplicité, et c'est tout. Par contre, pour l'avant, on verra qu'on a ce petit toit ici, ouvrant maintenant avec cette partie que je peux ouvrir. Alors, il est vraiment tout petit. C'est un plus qu'il soit là, mais il est vraiment tout petit. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'intérieur à l'avant. Donc, poignée, petit frigo, comme vous pouvez le voir ici. Hop, et je viens rentrer ici. Portière, donc portière quasiment tout en plastique, partie haute, partie basse en plastique, et un petit peu de tissu ici, donc pour donner un petit peu de style, et ces petits reflets qu'on retrouve. Alors avant c'était vraiment orange, là j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu plus bronze qu'avant, qu'on retrouve également ici. De mémoire c'était vraiment orange à l'époque. Sur la portière on retrouve le réglage des rétroviseurs électriques ici, donc on ne peut pas les rabattre, je crois que c'est seulement sur le Duster on peut les rabattre électriquement. Le réglage des fenêtres, on a seulement celle conducteur par impulsion, les autres il faudra rester appuyé la petite poignée pour refermer à cet endroit là. Hop, allez, moi je me recule pour vous donner pleine visibilité. Juste ici, par contre, je vais vite ouvrir parce que il fait très chaud aujourd'hui en plein soleil. Volant ici, Dacia, donc avec le nouveau lettrage. Moi, je trouve ça joli, ça rend ça moderne. Le volant, donc en simili-cuir ici, qui est assez sympa. Il me semble qu'on peut avoir l'option pour qu'il soit un petit peu plus mou et un petit peu plus doux. Je vais démarrer la voiture, donc démarrage pied sur le frein et j'appuie sur le bouton. Ici, j'ai le keyless, donc j'ai la clé. Après, j'adore cette animation. La clé, donc avec le porte-clés et qui ressemble à ça. Et la clé, c'est celle qu'on connaît chez Dacia, comme d'habitude. Je vais la laisser ici sur le côté. On a toujours un truc que j'adore, c'est le porte-téléphone juste ici, bien pratique. L'écran ici pour la navigation. Toujours quelque chose de très rapide. Alors hop, je vais éteindre les feux, comme ça il revient en pleine luminosité. La radio, en fait, Dacia, ça a été élu l'écran le plus rapide de toutes les voitures. Allez, climatisation, hop, clim, et ici, est-ce que je vais avoir chaud? Téléphone, smartphone, on a l'Android Auto, l'Apple CarPlay, lorsqu'on connecte son téléphone ici, avec le petit port USB qui est caché derrière. Sur le volant, en plein centre, le klaxon, le petit méplat en bas, donc on dirait que c'est un méplat, mais en fait il a l'air assez rond. En fait, on a l'impression d'avoir peut-être une illusion d'optique, une sorte de méplat, alors que je crois que le volant est rond. Ah non, il y a une sorte de petit méplat quand même, tout petit. Sur la gauche, régulateur de vitesse, limiteur. Limiteur ici, régulateur. On appuie, ensuite on règle plus vite ou moins vite et on peut annuler juste avec le 0. Sur la droite, on a une commande vocale et de quoi faire défiler les menus qu'on a sur le petit écran en plein centre. Donc là, par exemple, la voiture a 2221 km. Je peux faire défiler ma vitesse moyenne, la distance que j'ai parcourue depuis ce matin, l'autonomie restante, 610 km, l'instantané, la vitesse moyenne, enfin la consommation moyenne, je veux dire, et je retourne ici. Ensuite, je peux aller dans ce menu qui va me donner les paramètres de la voiture avec ma vitesse qui peut s'afficher en km/h, ce qui peut être pratique, ma température, la pression des pneus si j'ai besoin. Et voilà, quelque chose de très simple et essentiel. Le contour ici sur la gauche, comme vous pouvez voir, ça monte tout doucement. Et sur la droite, la vitesse en km/h. Sur la droite, on retrouve les essuie-glaces. On a un mode auto. On peut ensuite régler la vitesse. L'essuie-glace pour l'arrière. Plus bas, on retrouve ce que l'on retrouve dans le groupe Renault depuis avant ma naissance. Les sources ici, je change. Les modes. Et ensuite, le volume, juste ici. La touche mute et décrocher, raccrocher au téléphone juste avec cette touche. Sur la gauche, ce sera les feux et on a bien sûr un mode feu auto, donc ça veut dire dès que vous passez dans un tunnel, ça passe en automatique et l'anti-brouillard de cette façon. Sur la gauche, toujours aérateur, 2 en plein centre ici et 1 au bout là-bas. Cet écran que je vous ai montré, support de téléphone et là-haut, une partie tout en plastique, tout est en plastique dur dans cette voiture. Lorsqu'on redescend, on a une voiture quand même optionnée, on a des sièges chauffants ici sur 2 positions pour moi et pour mon passager. Donc pareil à droite, le mode éco que je ne vous conseille pas forcément sauf si vous voulez rouler vraiment très doucement. Désactiver le start and stop, le warning, verrouillage du véhicule et plus bas le bloc clim que l'on connaît bien sur les Dacia. Donc ici plus fort ou moins fort pour la ventilation. Je vais laisser un petit peu la température, je peux mettre en mode auto et où est-ce que je vais me faire ventiler. Activer la clim ou désactiver juste la ventilation, des embuages avant, arrière et recyclage d'air. Plus bas, on retrouve
port USB type A, donc celui-ci va juste permettre de recharger, et ici une prise 12 volts allume-cigare. Plus bas j'ai mon câble de recharge où on peut poser son téléphone ou autre, et le levier de vitesse ici puisqu'on est sur une boîte automatique, donc levier de vitesse avec parking, reculer, neutre, drive et L pour low, c'est lorsqu'on va être en descente. Donc reculer, lorsque je me mets en R, ça m'active ma caméra de recul. Donc vous pouvez voir juste ici, caméra très simple, hein, basique. Le mode neutre pour pouvoir déplacer la voiture si on a besoin. Le mode drive pour pouvoir rouler et le mode low qui va nous permettre d'utiliser une sorte de frein moteur lorsqu'on va être en descente. Plus bas, ça je peux l'ouvrir, ça va me faire du bien. Regardez, donc le petit toit qui s'ouvre ici. Et en fait, il recule un petit peu plus. Et là, je vous avoue, regardez comme il fait beau. C'est juste magnifique. J'adore le ciel bleu, les nuages, les arbres. C'est trop beau. Ça fait du bien et c'est un vrai plus pour rouler juste pour le plaisir sans avoir les fenêtres ouvertes. Et ça change vraiment la voiture. Ensuite, le frein à main qui est devenu électrique ici. On a double porte-gobelet et un petit rangement juste en dessous, juste ici, qui fait 1,20 litre exactement. Bon, on ne pourra pas mettre une grande bouteille, mais je suis même pas sûr qu'une petite 50 centilitres passe ici. Les sièges ressemblent à ça, donc toujours l'appui-tête en forme de virgule. La sellerie de cette façon, c'est plus marqué Stepway en plein centre. Les petites surpiqûres un peu partout. Pareil, on retrouve du cuivré ici, comme on retrouve sur la porte là. Et sur les aérateurs, ce n'est plus en orange-orange. Ce côté cuivré lui va très bien. Et ça, il me semble qu'on retrouve ça également sur les finitions extrêmes et même sur la future Dacia Spring 65 chevaux extrême. Ensuite, on retrouve une boîte à gants ici, plutôt spacieuse. Là, normalement, on pourra mettre 2 grandes bouteilles d'eau, ça c'est un vrai plus, parce qu'on a besoin de rangement, également des rangements dans les bacs de porte. Et ensuite, voilà, quelque chose de très simple sur le haut. Un rétroviseur très simple que l'on bascule jour-nuit, lumière et la touche SOS qui est maintenant obligatoire. Là-haut, on a un micro pour lorsqu'on parle et le miroir, tout simple, le porte-carte. Sur celui-ci, également porte-carte et miroir. Bon, il ne reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route, cette version avec la boîte automatique. Allez, c'est parti dans cette Sandero Stepway, je pars de Boulogne, petite balade comme d'habitude, donc version CVT cette fois-ci, donc boîte automatique. Première fois que j'essaie une boîte automatique sur cette voiture. Allez, démarrage. Hop, on a bien sûr le keyless, la clé est dans le manteau derrière. Donc, j'ai le CarPlay, l'intégration du smartphone ici, iPhone de Nicolas. Waze, je peux me laisser les téléphones juste ici parce que c'est toujours ultra pratique, pas de pédale d'embrayage. Donc frein, drive, je suis bien en drive. D, le frein à main normalement se retire tout seul ou je peux appuyer pour l'enlever et c'est parti. Donc cette version Stepway, une des versions les plus vendues, puisque c'est 66% des gens sur la Sandero qui choisissent une version Stepway. Sur les données confort, on a pas mal de Dacia et Renault ici. L'avantage de la boîte auto, c'est qu'on n'a pas à se soucier de freiner, embrayer, débrayer, etc. C'est quand même un vrai avantage, je trouve. Ce côté agréable. C'est quand même beaucoup plus facile à conduire une boîte automatique. Donc là on est sur quelque chose de différent, on n'est pas sur une double embrayage, simple embrayage, on est sur une boîte CVT, donc c'est avec une sorte de variateur. Moi je trouve ça agréable, c'est Toyota aussi qui utilise ça. En ville, c'est vraiment avantageux. Au niveau des consos, normalement aussi, ça se débrouille pas mal, surtout sur les versions hybrides, mais pas de version hybride encore sur les Sandero. Première version hybride qu'on a pu découvrir, c'était la Jogger. Et ici, on a juste un simple start and stop, mais ce qui est déjà pas mal. Et je vais pouvoir quand même regarder mes infos, parce que moi, j'aime bien connaître mes infos de consommation. Alors, je sais pas si on peut avoir. Je vais tout remettre à 0, distance 0. Comme ça, on va se regarder les consos. Là, il y a le plein, ça me dit 560 km d'autonomie. On va aller se faire de l'autoroute et autres, on va se faire un peu plus d'une centaine de kilomètres pour voir vraiment ce que ça donne sur un vrai mixte et sur 100 vrais kilomètres. Donc là, on part de la ville à Boulogne et ensuite, on va aller faire de la nationale, l'autoroute, départementale et voir un petit peu ce que ça donne également à plus haute vitesse. Et quand on met un petit peu plus de rythme pour aller au moins se mettre à 50, puisqu'on est en ville, il y a des feux vraiment partout. Je relâche. Donc on a quand même un tout petit moteur.
très peu de frein de moteur. Après il y a le mode L tout en bas ici qui fait que ça peut faire un petit peu de frein moteur, mais bon, pas forcément très puissant. Ça c'est l'inconvénient des petits moteurs. À l'époque on avait des 2 litres, 2 litres 5, enfin, on a toujours des gros moteurs sur les grosses voitures, et ça c'est l'avantage, c'est des fois juste en rétrogradant on prend vraiment du ralenti moteur, alors que là bah, comme on a quand même une voiture légère, ce qui est quand même l'avantage aussi de la Dacia, hein, le moteur est tellement petit que avec les compressions ça ralentit pas tant que ça. Par contre à l'accélération, bon là il y a le scooter devant, mais ça marche suffisamment. Clairement on n'a pas besoin de plus. Donc allez, à 50, on sent que c'est une voiture simple de base. On entend quand même beaucoup ce qui se passe à l'extérieur, on entend le bruit moteur, on a un peu de bruit de roulement. Elle n'est pas inconfortable, la suspension filtre plutôt bien. Et voilà, on entend assez rapidement ce qui se passe à l'extérieur. Là on va être en montée, donc ça c'est un petit peu ce que les boîtes CVT aiment le moins, c'est quand on a besoin d'être en montée ou sur les grosses phases d'accélération. Un petit peu comme toutes les voitures, hein, mais c'est là où ça peut monter un petit peu dans les tours. Mais vous voyez, là j'appuie pas forcément trop fort, je suis un petit peu plus de 2000 tours, mais dès qu'il y a besoin, en fait ça va varier pour essayer d'être sur le régime le plus adapté et forcer le moins possible. Après je sens tout de suite également que c'est une voiture qui est plutôt légère, hein. Elle est vive dans le changement de virage. Par contre effectivement on sent que c'est une voiture qui n'est pas forcément en premium. On a quand même pas mal de bruit, on entend vite ce qui se passe autour. Mais à ce prix là, bon, on peut pas trop lui en demander non plus. Et par exemple là je fais quasiment 90, je suis en montée. Si j'appuie légèrement sur la pédale, bah, elle fait pas forcément trop de bruit. Il y a beaucoup de gens qui sont là, oui mais ça hurle. Alors oui effectivement si j'appuie à fond, ça va hurler. Mais on n'est pas toujours à fond. Après on pas tous forcément de grosses voitures, donc on n'est pas forcément tous pressés. Et en roulant à vitesse correcte, c'est pas dérangeant. Après effectivement pour les grosses relances, oui ça va rester haut dans les tours tout le temps, puisque c'est une CVT, il n'y a pas de passage de rapport. Donc si j'appuie à fond, en fait tant que je resterai appuyé à fond, ça restera haut dans les tours. Contrairement à une voiture qui va passer les rapports, là ça va pas le faire. Bon, ça sert à rien d'accélérer comme un fou. On va continuer à regarder combien ça consomme, et surtout de façon plus réelle. Donc là je vais me mettre à 90. Ce qui est bien c'est que j'ai mon régulateur. Le régulateur c'est quand même un vrai avantage à 90 km/h. Donc le régime peut varier vraiment à 90 km/h. Donc là je suis sur une zone quasiment plane. Je suis à 1800 tours minute, ça varie un petit peu, hop, ça remonte, ça redescend. En fait ça oscille, ce qui ne se fait pas avec une boîte de vitesse manuelle ou une automatique de base, puisque souvent quand on est sur le 6e rapport, bah, le 6e rapport ce sera temps. Et là par exemple je suis un petit peu en descente, je suis à 1500 tours. Et ça aussi ça joue sur les consommations de la voiture. Qu'est-ce qui a fait ce bruit là? Ah oui, oh, j'avais peur, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est un X4M qui s'est un petit peu énervé. Et là par exemple on retourne un petit peu en montée, elle se remet à 2000 tours à peu près, parce qu'en fait ça s'adapte vraiment pour toujours être dans la plage optimale. Ça va, j'entends juste un petit peu comme je vous disais ce qui se passe autour, mais là on est sur un goudron assez propre, assez récent. C'est vraiment pas mal. Là on a bien de changer de goudron, on entend un petit peu plus ces bruits de roulement. Mais c'est pas dérangeant. Alors ce que j'aime beaucoup aussi également, c'est comme c'est un variateur. Là par exemple j'étais au régulateur de vitesse, j'ai touché la pédale de frein, et en fait ça m'a pas remis tout de suite comme si c'était un rapport et que ça ralentit beaucoup. En fait j'ai touché la pédale de frein et c'était subtil, genre comme si juste je lâchais un petit peu la pédale d'accélérateur et pas comme si ça mettait un vrai coup. Et des fois il y a certaines voitures, quand on a le régulateur, qu'on touche le frein, ça met un petit ah. Et là ça me l'a pas fait du tout. Ça c'est agréable aussi. Par contre le variateur, voilà, il faut s'habituer à avoir des
Petit à petit, on s'y fait. Après, on l'oublie quand on se met un petit peu de musique, on l'entend plus du tout. Et par contre, j'ai pas de moins, j'ai pas de palette au volant, je peux pas rétrograder pour avoir plus de frein moteur. Sinon, comme je vous disais, il y a le mode L, le mode low, qui est fait pour justement avoir un minimum de frein moteur. Ce que l'on va utiliser en montagne, parce que sinon, en fait, on va vraiment toujours être dans les freins. Et ça, c'est pas forcément avantageux d'être toujours dans les freins, parce que ça fait chauffer les freins. Simple et efficace en tout cas. J'aime bien moi les boîtes automatiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Mais personnellement, une fois qu'on a goûté à la boîte automatique, je vois pas pourquoi, à part sur une voiture plaisir ou de circuit, on repasserait à une boîte manuelle. Parce que clairement, enfin pour le quotidien, c'est quand même 1000 fois mieux de rouler en boîte automatique. Je vois vraiment pas l'avantage d'avoir une boîte manuelle, clairement. Alors là, ça fait 30 km que je roule à 110 km/h. Ça roule super bien aujourd'hui, c'est assez incroyable. Moyenne à 5,5 litres au 100 km. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas d'hybridation ou quoi que ce soit. Juste voiture légère et en boîte automatique. 5,5, c'est franchement très correct. Et l'autonomie, maintenant il me dit 590 km. Franchement intéressant. Ici ça va passer à 130 km/h. Je vais monter, alors je vous fais le petit pot à 110. 110 km/h, donc là je suis aux alentours de 2000 tours minute. On a très légèrement du bruit du vent. Les bruits de roulement sont contenus. Le moteur, tant qu'on a un régime stable, on l'entend peu, ça va. Et ensuite, donc si je veux accélérer vraiment, franchement, pour aller mettre à 130, effectivement je monte à 5000 tours. Alors on sent que c'est pas extraordinaire la poussée, même lorsqu'on est pied dedans. Et à 130 km/h, l'aiguille redescend, elle se restabilise petit à petit. Je suis à 2400 tours à peu près. Un petit peu. J'ai un peu de bruit du vent, le bruit moteur franchement reste plutôt contenu encore une fois. Par contre cette caméra bouge beaucoup là, je sais pas pourquoi. Elle peut trembler. On entend un peu de bruit de roulement, mais c'est plus le bruit du vent, on entend le moteur qui tourne derrière. Mais c'est franchement pas désagréable. Les sièges suivent bien. Là ça ralentit. Et pareil, quand je freine, j'ai pas cet à-coup du régulateur qui se lâche. On va aller se faire des petites routes de campagne, maintenant des routes bien dégradées, et voir un petit peu aussi sur du sinueux ce que ça donne, voir le comportement un peu plus dynamique. Merci Base. On n'a pas de mode sport, on a quand même un mode éco. Alors le mode éco, lui, va brider les performances. Et alors déjà que c'est pas forcément extraordinaire, le mode éco, clairement, à moins que vous vouliez vraiment faire des économies, des petites économies, gagner un demi-litre au 100 km, plus si vous faites de la ville, il n'y a pas vraiment d'utilité. Je ne vois pas forcément pourquoi l'utiliser, sauf si vous êtes vraiment très très cool et que vous voulez gagner voilà, un demi-litre au 100. Lorsque vous faites de la ville, ça vous permettra en fait d'accélérer plus progressivement. Et là par exemple, je peux redoubler. Ça accélère un petit peu, mais voilà, c'est 90 chevaux, petit moteur, c'est suffisant pour rouler au quotidien. Il suffit juste d'anticiper un petit peu. Et là par exemple, je vais refaire un 110-130, pied dedans, à fond. Donc là 5500 tours. Là je vais quasi à 5500 tours, ouais, ça varie. Là j'arrive à 130. Donc on voit qu'il faut quand même donner pas mal. Par contre, dès que je relâche, comme je disais, on a peu de frein moteur. Voilà, on peut se laisser un roue libre. Et c'est surtout sur les petites routes, on va voir que le roue libre peut être intéressant également dans ces conditions-là. On va pouvoir faire des économies d'essence, parce que moins on accélère, mieux c'est. Puisqu'on n'a pas d'hybridation, donc là on ne récupère pas au freinage. Donc le mieux c'est d'essayer de rouler sur le roue libre et le plus possible. Bon, là on arrive sur des routes à travers champs, très dégradées. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la suspension. Donc on a une voiture plutôt légère, ça ce qui est quand même assez avantageux. Ça filtre bien.
c'est vraiment pas mal. Hop. On va ralentir ici. On accélère. Même si je passe un petit peu là, hop, dans les trous et autres. On sent un petit peu de fermeté, mais en fait c'est pas ferme parce que la suspension est ferme, c'est ferme parce que la voiture est assez légère. Et par contre on sent que si on fait ça, la voiture est quand même plutôt soft, hein. C'est vraiment suspendu, très très mou. Mais pour les petits défauts, ça filtre très bien. Franchement là la route est vraiment dégradée ici. Avec des voitures un peu plus sportives, c'est très dur. Et là, je me fais pas trop secouer. On voit qu'il y a quand même beaucoup de Duster également ici, hein. Dès qu'on se met un petit peu en province, beaucoup de Duster, et même les Dacia, je crois que c'est 50% des acheteurs sont en province, 50 ou 60%. Et en vrai, c'est confort. Là, pareil, donc ici, on a la petite bosse, hop, avec le creux. Ouais, c'est très bien amorti en fait. C'est soft. En fait, c'est soft, mais on sent qu'on a quand même une voiture assez rigide. En fait, la caisse paraît plutôt rigide et en fait, ça c'est dû à la légèreté en fait. Parce qu'il y a des voitures, en fait, c'est lourd, c'est bateau, alors que là, pas du tout. Alors regardez, par exemple, là, je vais mettre à 80. On va se tester un gros freinage. Allez, hop. En fait, ça s'arrête super vite parce que c'est léger. Allez, on repart. Alors, allez, je suis bien dedans. C'est pas un foudre de guerre. On va se faire un petit 0 à 100 et un 100 à 0 juste après. Même là, sur des gros défauts, des petits pavés, je pense que c'est confortable. Là, le petit Dodan, je vais faire exprès de passer dessus. Ça amortit bien. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Et c'est une voiture tout en simplicité. Et le fait de l'avoir la boîte auto, franchement, moi je trouve que c'est un réel confort. Allez, comme d'habitude, ma petite route où il n'y a absolument personne, on va se tester un 0 à 100. Il y a le start and stop qui s'est activé, donc je redémarre la voiture en drive, donc pas en mode éco, et pied dedans jusqu'à 100 km/h. Allez, ça part très gentiment, puis progressivement ça monte. On a une sorte de passage de rapport, mais ça reste toujours haut dans les tours. Et 100 km/h. Allez, on se fait un 100 à 0. Waouh! Bah, ça freine bien. Alors vous avez vu, la voiture a vraiment plongé. Ça, c'est parce que la voiture est vraiment une suspension soft. Donc on s'est vraiment mis un wouh! Et là, je suis tout seul dedans. Donc chargé, on rajoute à peu près quasiment 80 kg par personne. On peut rajouter en gros 400 kg. Donc ça va vraiment changer parce que 400 kg, c'est la moitié du poids de la voiture quasiment, hein. Plus avec des bagages, on peut vite être 500 kg. Donc ça freine bien. Et l'avantage du léger aussi, c'est, vous avez vu, la distance d'arrêt était quand même assez intéressante. Oui, et puis si je veux profiter de mon petit toit ouvrant, parce que ça c'est quand même le vrai plus de cette nouvelle version, j'ai le petit bouton ici. Et on prend un petit peu d'air, ça fait du bien. Surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Il fait 16 degrés là, ça fait du bien. J'ouvre un petit peu. Alors dommage que ce soit pas un petit peu plus grand ou que ça vienne pas un petit peu plus sur l'avant. Parce que là c'est vraiment au-dessus ici. Donc en gros moi je le vois vraiment pas. Mais c'est agréable de prendre un petit peu d'air qui vient du dessus. Et je pense que pour les gens derrière, ce sera un petit peu plus sympa d'avoir une visibilité en hauteur et sur le ciel. Et à chaque fois qu'on s'arrête, start and stop, et là, j'en profite, j'écoute les oiseaux. Et même en revenant en ville, là, il y a une sorte de petit Dodan. Je la trouve facile. Et on va aller se garer, on va voir le rayon de braquage, le diamètre même, voir si on arrive à faire demi-tour sur ce petit parking. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un tour complet sur ce petit endroit? Allez, c'est parti, on braque à fond. Ah ouais, ça tourne pas mal. Un petit peu plus de 10 mètres. Et au final, ça va. Si je vais aller me garer, marche arrière, j'ai une caméra de recul. Caméra de recul très basique.
Et au moins, hop, j'ai mes radars de parking, plus mes caméras avec les lignes. Et là, je peux mettre en parking. Ah, le start and stop se met pas. Bon allez, drive, et c'est reparti. Par contre, le frein à main s'était activé automatiquement lorsque je me suis mis en parking. Et il s'est désactivé automatiquement lorsque je me suis remis en drive. Le fameux test rond-point habituel. On va voir ce que ça donne en dynamique. Donc, dans le siège, je suis assez bien maintenu là. Ça va, ouais, plutôt pas mal même. Alors, en très rapide. En fait, si je vais trop vite, le SP tout de suite me corrige et fait en sorte que je me tue pas. Ça sous-vire un poil, ça sous-vire même pas mal. L'arrière ne s'emmène pas. C'est vraiment, on perd l'avant en fait. Et après, l'avant en fait, à récupérer, il suffit juste de relâcher un petit peu l'accélérateur ou de freiner. Et ensuite, ça rappuie un petit peu sur l'avant. Par contre, attention, si vous allez super vite comme ça, c'est l'arrière qui va partir. Et les sièges maintiennent pas trop mal, moi, pour mon gabarit. C'est plutôt bien. Allez, là, on arrive sur une petite route très sympa et bien sinueuse. Un petit peu comme une route de montagne. Et on va voir ce que ça donne en dynamique. Donc, le but, hein, c'est de le faire juste de façon rapide, mais sans forcément y aller sportivement. On entend que ça sous-vire un poil. Ça tient plutôt bien la route. Hein. C'est très bosselé ici. Franchement, moi, je reste confortablement installé. Je ressens peu les défauts de la route. Donc ça, comme on le dit, hein, c'est dû à une suspension qui est quand même plutôt réglée, très soft. Hein. Et on sent qu'elle s'appuie un petit peu dans les virages. Mais elle prend pas tant de roulis que ça au final lorsqu'on est en virage. Juste quand on s'amuse à la bousculer de gauche à droite. Mais la légèreté, hein, pareil. Ça sous-vire un poil, mais le sous-virage, comme je vous disais, ça se rattrape assez facilement juste en appuyant un petit peu sur les freins ou en ralentissant. C'est plutôt agréable à conduire. Et puis en boîte auto, j'ai pas eu besoin de passer les rapports ou quoi que ce soit. Enfin surtout en boîte CVT, puisque automatique c'est encore autre chose. Bon, et puis on va tester sur du chemin également, parce que bon, Stepway, hein, ça se veut un petit peu outdoor et Dacia se dirige aussi vers ça avec le Stepway et les Duster. On en revient à la même chose, hein. Suspension plutôt souple, donc au final vraiment confortable, là même sur les graviers et sur du chemin, quoi. Puis même si je dois monter dans de l'herbe, hop, je monte ici un petit peu à l'arrache, parce que ça sert de parking ici, même dans l'herbe, hein. Franchement. C'est l'avantage que la suspension soit mise vraiment très souple. Oh, c'est presque un tout-terrain, quoi. Pas de 4 roues motrices hein, là-dessus. Si vous voulez du 4 roues motrices, il faudra passer un petit peu plus gros au Duster. Allez, c'est reparti mon kiki. Bon alors, cette nouvelle Dacia Sandero Stepway, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je vous avoue que moi, le fait qu'il y ait une boîte automatique, je trouve ça vraiment bien. C'est pas du tout la même que sur le Duster. Là, c'est une boîte CVT. Le Duster, c'est une boîte EDC. La boîte EDC, il y a un vrai passage de rapport. Là, on est sur une boîte avec une sorte de variateur trapézoïdal. C'est un truc assez complexe où il y a une sensation où ça passe des sortes de rapports. C'est pas vraiment des rapports, mais en fait, c'est comme un scooter, mais en version voiture. Moi, je trouve ça agréable. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Effectivement, dans les montées, ça peut rester un petit peu haut dans les tours, mais comme on l'a vu, si on n'appuie pas comme un sourd sur la pédale d'accélérateur, on n'aura pas cet effet. Je la trouve plutôt bien calibrée. L'avantage également, c'est que c'est une voiture légère. Le fait que ce soit léger, eh bien, pareil, ça force moins sur le moteur. On a vu que les consommations étaient plutôt correctes. Moi, j'ai fait 5,5 litres de moyenne en région parisienne en faisant plus d'une centaine de kilomètres pendant la présentation et j'ai reroulé encore après. C'est plutôt intéressant comme voiture. Au niveau du prix, ça reste plutôt accessible. Alors effectivement, il commence à y avoir des petits concurrents qui arrivent. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez. Souvent, ça devient asiatique. J'espère que soit les Dacia vont monter un petit peu en gamme, mais ce n'est pas forcément la philosophie de Dacia, parce que c'était avoir l'essentiel. Soit les Dacia vont rester là et avec l'inflation, ça monte petit à petit. Mais j'aimerais bien que ces Dacia restent vraiment très très accessibles. Effectivement, celle-ci, à partir de 15 000 €, alors on n'a pas le régulateur, on n'a pas les écrans, etc. En fait, sur cette version, aux alentours de 20 000 €, on a tout ce qu'il faut. Ce qui est bien avec Dacia, c'est que ça garde une bonne cote parce qu'il y a quand même beaucoup de fans. N'hésitez pas à me dire si vous en faites partie. Mais je comprends parce qu'il y a vraiment ce dont on a besoin, le minimum. Mais
avec la concurrence, il va peut-être falloir en faire un petit peu plus et pas trop bouger les prix. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu comme ça. Et si vous avez des questions, dans les commentaires. S'il y a d'autres Dacia que vous voulez que j'essaye, mettez-le moi dans les commentaires et je ferai tout mon possible pour vous faire plaisir. Allez, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à partager, il faut qu'on soit bientôt 100 000. Ciao.